dans ma liste. Donc, pour commencer, la première erreur que l'on puisse faire en termes de finances personnelles, c'est de ne pas avoir de budget. Donc, pourquoi ne pas avoir de budget est une erreur en termes de finances personnelles? D'abord, c'est la base des finances personnelles. Le budget, c'est la base. Il faut avoir le budget pour savoir où l'on va avec son argent. Donc, si quelqu'un qui n'a pas de budget, c'est comme quelqu'un qui prend un bateau et va sur la mer en espérant aller à une destination qu'elle ne connaît même pas. Donc, c'est comme si on prend le chemin, on veut marcher, on ne sait même pas où on va. C'est comme ça avec le budget, avec les finances personnelles, lorsqu'on n'a pas de budget. Donc, c'est comme un malade mental qui se met en chemin et marche seulement comme ça. Ne pas avoir le budget, c'est à ça, ça ressemble. Et le budget, c'est vraiment le gouvernail de votre bateau. Et je veux dire le gouvernail de votre bateau, le gouvernail de votre bateau financier. Donc, c'est ça qui vous guide dans vos actions, dans tout ce que vous faites, vos décisions financières. C'est le budget qui va vous permettre de savoir que oui, vous pouvez vous permettre telle chose. Non, vous ne pouvez pas vous permettre telle chose. Et il permet également de limiter ses dépenses. Lorsque lorsque quelqu'un a un budget, la personne sait que oui, je peux dépenser telle somme dans telle chose. Donc, si lorsqu'on a le budget, on est vraiment cadré, recadré à ne pas aller au-delà des limites, à ne pas faire plus que ce qu'on doit faire. Et comment faire pour avoir un budget? Comment s'y prendre? C'est vrai que ça pourrait être difficile d'avoir un budget, mais de se faire un budget, mais il y a quand même des moyens assez simples pour le faire, des étapes simples à suivre. Et je vais dire que la première chose à faire pour établir son budget, c'est d'abord de faire la liste de ses revenus. Donc, on liste tous ses revenus. Est-ce que c'est des revenus de bourse, c'est des revenus d'emploi, des revenus passifs ou quoi? Donc, on fait la liste de tout ça, de tous ces revenus. Et après, ce qu'il faut faire, c'est de lister toutes les dépenses que l'on puisse avoir. Et les dépenses, on en a fixes comme variables. Les dépenses fixes, nous pouvons citer les loyers, les forfaits téléphoniques, pour ceux qui ont un abonnement téléphonique. Et, et comme dépenses variables, nous pouvons parler d'aller à l'épicerie. On sait que c'est pas fixe, c'est quelque chose qui va varier dans le temps. Aller à l'épicerie, bien un forfait téléphonique également pour quelqu'un qui n'a pas un abonnement et qui doit s'en procurer à chaque fois qu'il en a besoin. Donc, nous avons les dépenses fixes et les dépenses variables. Il faut vraiment faire la liste de ses revenus, comme je l'avais dit, et ensuite faire la liste des dépenses. Maintenant, en fonction de ces dépenses, on va allouer une partie de notre revenu à ces dépenses. Et si nous avons un revenu de 1000 $ et nous avons trois catégories de dépenses, par exemple, c'est vrai que ça peut dépasser trois catégories, mais nous avons trois catégories de dépenses: logement, transport et nourriture. Nous allons répartir cette somme de 1000 $ de revenus en fonction de nos dépenses, donc en trois catégories. Nous pouvons avoir une partie pour notre nourriture, une partie pour notre transport, une partie pour notre logement. Mais en faisant son budget, il est nécessaire, il est crucial d'avoir en tête que nous devons épargner. Donc, ne pas oublier l'épargne. Il est vraiment important de mettre l'épargne de côté. Et en parlant d'épargne, ça va m'amener sur la deuxième erreur que l'on puisse faire. Mais avant de commencer, est-ce que c'est correct jusque-là? Ça suit? Oui. Josias, le petit prof qui dit que une erreur serait de ne pas avoir un contrôle de ses sorties d'argent. C'est tellement correct. Nous allons parler de ça. On peut retrouver ça dans la première erreur dont je viens de parler, de ne pas avoir un budget, ou encore dans une erreur qu'on va voir plus loin.
Donc, la deuxième erreur, c'est de ne pas épargner. Ne pas épargner, c'est une erreur. Pourquoi? Parce que c'est la base, je veux dire, c'est le moteur même des finances personnelles. C'est ce qui va permettre à quelqu'un de pouvoir maîtriser ses finances, de pouvoir aspirer à avoir une liberté financière. Sans épargner, il n'y a personne qui peut aspirer à la liberté financière. Nous pouvons prendre l'exemple d'une chèvre, ouais, nous pouvons prendre l'exemple d'une chèvre. Disons que, disons que nous avons euh, une personne qui a reçu un héritage de 10 chèvres de son parent. Et ces 10 chèvres, la personne prend et les consomme, bien les vend toutes, vend ses chèvres, les 10 chèvres. Au final, il ne lui reste rien en termes de chèvres. Donc, cette personne va devoir maintenant aller retravailler à nouveau, aller chercher des activités à faire pour pouvoir retrouver cette chèvre ou bien ces chèvres. Lorsque la personne vend les chèvres ou bien les consomme, la personne n'a plus un actif, comme je vais dire un actif ou bien quelque chose qui va pouvoir lui rapporter quelque chose en retour. Mais prenons le même exemple. Si la personne gardait les 10 chèvres ou bien gardait les 10 chèvres, vend une partie et garde une partie. Sur les 10, la personne vend 9 chèvres ou bien consomme et vend 9 chèvres et il lui reste une chèvre. La chèvre qui reste pourrait lui servir à avoir d'autres chèvres. Cette chèvre peut donner naissance à d'autres chèvres qui pourront être utilisées pour la consommation ou bien pour la vente et ce qui peut rapporter un revenu. C'est la même chose en termes d'argent. Lorsque nous avons notre revenu, ce revenu constitue notre chèvre ou bien nos chèvres. Il faut obligatoirement conserver une partie de ce revenu en termes d'épargne. Et cette partie va permettre de pouvoir soit investir, subvenir à des besoins futurs en cas d'urgence, mais faire plein de choses. Donc, nous avons deux catégories d'épargne. Nous avons l'épargne de précaution et l'épargne d'objectif. J'avais dit que l'épargne va permettre de soit subvenir à des besoins en termes d'urgence. Là, c'est l'épargne de précaution. L'épargne de précaution va venir pour soutenir quelqu'un qui n'a pas, peut-être, qui n'a pas de revenus au moment où cette personne a besoin de l'argent. Donc, la personne pourra aller puiser dans cette épargne de précaution pour subvenir à ses besoins en cas d'urgence. Et l'épargne d'objectif permet soit d'acheter quelque chose. Donc, nous pouvons dire que quelqu'un qui constitue une épargne d'objectif, cette personne peut prendre cette épargne, soit pour aller en voyage, pour acheter un bien ou encore pour investir. Donc, ces deux catégories d'épargne sont vraiment importantes. Il est nécessaire de se procurer de l'épargne. Donc, si, si pour établir l'épargne, il est nécessaire de mettre au minimum 10% de côté. C'est ce qui est recommandé et c'est recommandé par Ricardo Kanyama, l'auteur de La chèvre de ma mère et également dans L'homme le plus riche de Babylone. Donc c'est forcément recommandé d'avoir au moins 10% de son épargne. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut avoir plus que 10% obligatoire. Je dis quoi? Ça ne veut pas dire qu'il faut avoir seulement 10%. On peut aller au-delà de 10%, mais l'idéal, c'est de ne pas aller en dessous de 10%. Donc, si on a un revenu de 1000 $ par exemple, on peut aller mettre 100 $, faire 10% de côté et cela constitue notre épargne. Ça peut être soit l'épargne de précaution ou bien l'épargne d'objectif. Mais principalement, les 10%, c'est l'épargne de précaution. Si on veut constituer une épargne d'objectif, ça va dépendre de ce qu'on veut faire, de l'objectif qu'on veut atteindre. Soit si c'est pour un achat, disons, un achat de voiture, on va voir c'est quoi le prix de la voiture qu'on espère acheter ou bien qu'on convoite acheter. Et en fonction de ce prix, nous allons fixer un montant qu'on va épargner périodiquement pour atteindre l'objectif qu'on veut atteindre. Et George Clason, dans son livre L'homme le plus riche de Babylone, il disait quoi?
Il disait que l'homme qui met de côté au minimum 10% de son revenu peut mettre à l'aise sa famille. Je reformule ce qu'il a dit. Cette personne peut mettre à l'aise sa famille et même vivre heureux. Nous pouvons aller chercher cette citation. Donc, on le voit ici, où il dit, l'or vient volontiers en quantité toujours plus importante à l'homme qui met de côté pas moins du 10e de ses gains pour créer un capital en prévision de son avenir et de celui de sa famille. Donc, c'est vraiment important, nécessaire d'avoir au minimum 10% de son revenu, comme on le voit ici. Et l'épargne, pour George Clason, c'est vraiment la première loi de l'or. Donc, la première loi de la liberté financière. Je voudrais savoir si jusque-là, ça suit toujours. Super. Je voudrais que vous répondiez à un petit sondage. Donc, ça sera pas long. En parlant de catégorie de dépenses, je voudrais savoir, vous, quelle est votre catégorie, votre principale catégorie de dépenses? Donc, pour cela, vous allez répondre à ce petit sondage. Et n'hésitez pas à poser vos questions. Il y a des questions, n'hésitez pas à les poser. Donc, le sondage est lancé, vous pouvez répondre à cela. Mais jusque-là, est-ce qu'il y a des questions ou c'est correct, on commence, on continue? On voit que c'est partagé, logement et nourriture. Ouais, c'est vrai, parce que c'est des besoins de base aussi. Donc, le logement, la nourriture, c'est des besoins de base. C'est évident que ça constitue un peu la grosse partie de notre budget. Nous allons continuer avec la troisième erreur. La troisième erreur, c'est de vivre au-dessus de ses moyens. Et lorsque je parle de vivre au-dessus de ses moyens, c'est dépenser plus que ce qu'on a. Donc, dépenser plus que ce qu'on a, ça peut amener à s'endetter pour dépenser. Donc, on pourra aller chercher de l'emprunt pour dépenser, par exemple. Donc, ça amène de l'endettement. Et en dépensant plus que ce qu'on a,
Ça nous rend esclaves de la dette. Ça nous rend esclaves de la dette. C'est comme si c'est une chaîne qu'on se met au cou et là on pourra pas, on n'est pas libre d'agir, on n'est pas libre de nous-mêmes, on pourra pas agir, faire, faire les choses librement parce qu'on aura toujours à tête la dette que nous avons. Nous allons dire, ah, je dois telle somme, je ne peux pas me permettre ci, je ne peux pas faire telle chose, il faut que je règle. Ou bien le sommeil la nuit, ça sera difficile lorsqu'on est trop endetté. Et cela constitue donc un frein à l'épanouissement financier. Donc, qu'est-ce qui amène à vivre au-dessus de ces moyens? C'est quoi la raison principale? C'est le regard des autres. Le regard des autres va nous amener à aller puiser dans une source que nous n'avons pas pour dépenser. Et lorsque je parle de regard des autres, ça peut être les tendances, la mode, et on prend l'exemple de nouveau iPhone qui sort. Ah, tout le monde va vouloir l'acheter, mais et en voulant l'acheter, on va dire, ah, il faut que j'aille m'en procurer, mais je n'ai pas l'argent. Si je n'ai pas l'argent, je fais comment? Les gens peuvent me amener à aller emprunter de l'argent pour pouvoir s'en acheter, ou bien aller prendre l'argent qu'ils ne devraient pas mettre dans le téléphone pour s'acheter un nouveau téléphone. Donc, en se laissant influencer par les tendances, par la mode, on parvient à vivre au-dessus de ses moyens. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter cela ou bien pour éviter cela? La chose qu'on peut faire, c'est de faire la différence entre ses besoins et ses envies. Aller déterminer est-ce que ce que je veux acheter, est-ce que c'est vraiment, j'en ai vraiment besoin? Se poser cette question. Est-ce que j'ai vraiment besoin de ce que je veux acheter ou bien c'est juste une envie? Si la question c'est, si la réponse à la question c'est que c'est une envie, mieux vaut s'en passer parce que c'est une dépense qui ne sert pas forcément à rien. Et l'autre chose qu'on peut faire pour limiter cette erreur, c'est d'attendre 48 heures pour finaliser un achat. Lorsqu'on a un achat à faire, si l'achat n'est pas tellement important, il n'est pas urgent, mieux attendre 48 heures pour voir est-ce que je ressens vraiment le besoin. On peut attendre de 48 heures jusqu'à 5 jours, voir est-ce que le besoin se ressent vraiment, est-ce que c'est quelque chose dont j'ai vraiment besoin. Si la réponse est non, là, on passe, sache que cette dépense n'est pas importante. On n'a pas besoin d'acheter cette chose, donc on peut s'en passer. Et il faut également se poser la question, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que j'ai vraiment besoin de cette chose? Donc avec ces astuces, en différenciant ses besoins de ses envies, en attendant 48 heures au moins et en se posant une question, est-ce que j'ai vraiment besoin de ce truc que je vais acheter? Voilà, on peut parvenir à ne pas dépasser ses moyens, à vivre selon ses moyens. Et également, il faut éviter de s'endetter pour acheter quelque chose de non important. Si par exemple, on veut acheter, je prends l'exemple d'un étudiant qui veut acheter une voiture et on sait que cette personne, c'est un étudiant. Elle n'a forcément pas besoin d'une voiture pour aller à l'école, pour faire ses courses. Cette personne n'ira pas s'endetter pour acheter la voiture qu'elle veut acheter parce que ce n'est pas un besoin réel, c'est pas un besoin urgent. Donc la personne peut s'en passer et soit ne pas s'endetter ou prendre l'argent qu'elle a pour faire autre chose. Bien, pourquoi pas même investir avec cet argent en s'endettant également ou bien en vivant au-dessus de ses moyens, on arrive à vivre dans la foi d'emploi. Et c'est quoi la foi d'emploi? C'est le fait de rester à chercher l'argent. Et une fois qu'on a trouvé cet argent, on le prend, on va dépenser pour acheter des choses qui ne sont pas forcément importantes ou bien même parmi ces choses, il y a des choses nécessaires, importantes. On va les acheter et par la fin, on se retrouve avec 0 sous et on est obligé d'aller au travail pour gagner un revenu, pour ensuite dépenser et là, la chaîne continue. On gagne un revenu, on cherche l'argent, on gagne un revenu. Après, on dépense ce revenu.
on y va encore chercher, on dépense. C'est là la foi d'emploi. Il est vraiment important d'éviter cette foi d'emploi parce que lorsqu'on est ancré dedans, on finit par vivre sous l'esclavage de l'argent, de voilà, l'esclavage de l'argent, on ne parvient pas à se libérer financièrement. Donc, nous avons vu les trois premières erreurs qui sont prévues dans ma liste. Et la quatrième erreur, c'est d'ignorer ces dépenses invisibles. Nous savons qu'il y a des dépenses, des petites dépenses que nous faisons au quotidien, que nous ignorons, que nous savons, nous connaissons même pas c'est quoi leur impact sur notre budget, sur nos finances personnelles. Que nous amenons à aller, genre, à faire ces dépenses, bien à acheter ces choses invisibles, de sorte que ça gruge notre budget sans qu'on ne le sache. Donc, c'est une grosse erreur que nous faisons au quotidien et il est important de l'éviter. Il est nécessaire de savoir que ces dépenses sont guidées par l'effet cumulé ou encore pour les gens qui le connaissent, je vais parler d'intérêts composés. Ces dépenses invisibles qu'on fait se composent dans le temps et deviennent de grosses dépenses qu'on ne peut même pas identifier en une fois. Nos petites actions ramènent de grandes actions, bien une grosse action, comme j'aime le dire. Donc, en faisant de petites choses, il est vraiment important de les surveiller, de les suivre pour ne pas tomber dans le piège de faire, de dépenser, bien de gruger, voilà, de gruger son budget, son argent. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter ces dépenses invisibles? Il y a plusieurs moyens qu'on peut utiliser pour les limiter. Donc, le premier, c'est de faire une liste de courses ou bien une liste d'achat lorsqu'on va acheter, par exemple, épicerie au marché. Il est important, nécessaire sur ce qui les abonnements que vous savez. Il y a des petits abonnements qui ne servent à rien qu'on peut limiter, qu'on peut arrêter tout, tout simplement parce que quoi, ces abonnements ne sont pas forcément nécessaires pour nous. Il faut vraiment se demander est-ce que l'abonnement est nécessaire pour moi? Si ce n'est pas nécessaire, on peut s'en départir, le couper et ça va me faire un revenu de plus. Et également pour limiter ces dépenses, il y a un autre moyen qu'on peut utiliser, c'est d'utiliser des applications de budget et de finances personnelles. Et parmi ces applications, il y en a plein sur Play Store, bien sur Internet. On peut identifier Wallet ou encore Mes Finances. Nous pouvons aller les voir ensemble, voir à quoi ça ressemble. Peut-être que ça va vous donner des idées pour savoir quoi
quoi choisir comme application, ou bien quoi faire avec ces applications, comment s'y prendre. Donc, j'irai chercher sur Internet, comme ça nous allons voir ensemble. Je vais chercher d'abord mes finances. Bon, je vais mettre application. Donc, nous l'avons ici. Nous avons par exemple mes finances. C'est ça le logo de mes finances. Nous pouvons l'installer et l'utiliser. Je vais pas l'installer ici parce que je l'ai déjà utilisé sur mon téléphone. Je vais pas l'installer sur l'ordinateur. Donc, nous avons mes finances qu'on peut utiliser ou encore je vais chercher Wallet. Pas Google Wallet. C'est ça, Wallet, comme ça. Nous pouvons également l'utiliser pour suivre nos dépenses. Il y a plusieurs applications. Il y en a plein. On peut choisir ce qu'on veut. Il y a aussi Inab qu'on peut utiliser. Mais c'est des exemples d'applications qu'on peut utiliser pour suivre ses dépenses. Et ça va vraiment permettre de limiter les dépenses. Et une de ces applications de finances personnelles. Si oui, faites-le moi savoir dans les commentaires. Et sinon, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous allez les utiliser ou bien en utiliser une? Ah, c'est bien. J'ai ici 100% cover qui dit que qu'elle a fait une bonne chose.
Lorsqu'on laisse dormir là chez nous, cet argent dort. Et en dormant, elle perd de la valeur parce que à chaque fois, il y a l'inflation. L'inflation gruge le pouvoir d'achat. En grugeant le pouvoir d'achat, l'argent que nous avons aujourd'hui, ça n'a pas la même valeur demain. Parce que a- avec 10 dollars aujourd'hui ou bien 100, voir ensemble à quoi ça ressemble d'utiliser ou de laisser son argent, à quoi ça correspond de laisser par exemple 10 000, soit francs, soit en dollars, et dépendamment de où vous vous situez. Donc, à quoi ça va ressembler dans quelques années. Donc, si je vais sur Excel, je fais un nouveau classeur. Disons que nous avons 10 000 aujourd'hui. Et le taux de l'inflation, c'est le 2%. Et nous voulons savoir combien, la somme à laquelle notre 10 000 correspondra dans, disons, 5 ans. Ici, nous allons calculer à quoi cela correspond.
plus de moyens d'investir, donc soit en ligne. Est-ce que c'est bon maintenant?
partir de quel niveau mais vous avez perdu le fil? Est-ce que vous m'avez pas suivi? Ok, je vais reprendre à partir de là, à partir de là. Donc, je disais que lorsque nous laissons notre argent à la banque, je disais que lorsque nous laissons notre argent à la banque, ce à quoi ça ressemble, c'est ceci. Disons que nous avons 10 000 $ ou bien 10 000 francs que nous laissons à la banque ou dans notre poche à la maison. Et le taux d'inflation annuel, c'est de entre 2 et 5%. Et nous allons l'évaluer sur 5 ans. Lorsque nous avons ces 10 000 $ que nous plaçons, bien que nous laissons à la banque, à un taux d'inflation annuel de 2% sur 5 ans, on aura 9 000 $ sur 5 ans, après 5 ans. Donc, notre 10 000 devient 9 000 $. Et pourquoi ça devient 9 000 $? Parce que à chaque fois, ou bien, ouais, à chaque fois que nous allons à l'épicerie, nous allons voir que le prix des articles augmente. Donc, ça fait que notre pouvoir d'achat diminue. Donc, le 10 000 qu'on a aujourd'hui aura pour pouvoir d'achat dans 5 ans 9 000 $. Et la même chose si on a 10 000 qu'on investit à un taux de 2%, bien que ce taux soit nettement faible en termes d'investissement, on a quand même 11 000, donc on gagne 9 000. Je dis quoi, on gagne 1 000 $ de plus sur nos 10 000. Et si jamais ce taux d'inflation est de 5%, nous allons voir que nous avons perdu jusqu'à 3 000 $ ou voire 4 000 $. Nous avons perdu jusqu'à 3 000 $ sur nos 10 000, ça devient 7 000 et quelques. Alors que notre investissement augmente, ça prend de la valeur jusqu'à 2 000, vers 3 000 $. Donc c'est ça la différence entre laisser son argent à la banque ou chez soi et investir. Donc ça peut nous jouer un gros coup, ne pas investir. Donc il est vraiment important d'investir. Et j'ajoutais que pour investir, il ne faut pas forcément une grosse somme. On peut commencer petit, même avec 1 $, 10 $, c'est possible d'investir. Le plus important, c'est de se lancer et de se lancer tôt. Jusque-là, est-ce que c'est correct? Donc, si c'est correct, nous allons passer à la dernière erreur qu'on puisse faire avec son argent. Et la dernière, c'est de manquer d'éducation financière. Je l'ai mis en dernière position parce que c'est vraiment important. Ça va couvrir tout ce dont on a parlé précédemment. Ne pas s'éduquer financièrement, ça coûte vraiment cher en termes d'argent. Ça nous coûte cher et il est vraiment nécessaire de s'éduquer financièrement. La raison pour laquelle ça coûte cher, c'est que à l'école, donc comme j'aime le dire, l'école classique, ne nous enseigne pas c'est quoi l'éducation financière. Ce qu'on peut nous enseigner à l'école, c'est histoire, géo, mathématiques et tout, mais la vraie chose qu'il faut enseigner, la vraie notion, la vraie compétence, elle n'est pas enseignée à l'école.
il est vraiment nécessaire de s'auto-éduquer financièrement pour pouvoir aspirer à la liberté financière, pour pouvoir trouver sa place dans la société, pour éviter le stress financier également. Il est nécessaire de s'éduquer. Et Robert Kiyosaki, il demande principalement de s'éduquer financièrement d'abord. C'est la base pour aspirer à la liberté financière, à la sérénité financière. Et il nous dit également que l'éducation financière n'est pas enseignée à l'école, c'est plutôt enseigné à la maison. Nous pouvons le voir ici. On voit une citation de Kiyosaki sur l'éducation financière. Il disait que l'une des raisons pour lesquelles les riches s'enrichissent, les pauvres s'appauvrissent et la classe moyenne lutte encore contre les dettes, c'est parce que la question de l'éducation financière, oui, c'est parce que le sujet de l'argent est enseigné à la maison, mais pas à l'école. C'est enseigné à la maison. Oui, c'est vrai que nous n'avons pas forcément une éducation financière à la maison. On ne nous dit pas à la maison que c'est comme ça, il faut agir face à l'argent. Mais lorsqu'il dit que c'est enseigné à la maison, c'est pour dire que ça revient à la personne même de s'éduquer financièrement. Ça nous revient de nous éduquer financièrement. Et une autre forme d'éducation qu'on peut recevoir sur l'argent à la maison, c'est de voir comment les gens qui sont devant nous font à propos de l'argent. Si on est dans une famille où les membres de la famille ne savent que dépenser, ils ne fassent que dépenser, ils aillent dépenser, dépenser, l'enfant va se mettre à, ça va se mettre dans la tête que la logique c'est de dépenser. Mais si nous sommes dans une famille où, avant de dépenser, on dit, est-ce que c'est vraiment une dépense nécessaire? On se pose des questions pour faire de bons choix, mais pour prendre de bonnes décisions financières. L'enfant va grandir avec ça. L'enfant va savoir que, lorsque je voyais mon grand ou bien mon supérieur agir avec l'argent, c'est comme ça il procède de cette manière. Donc, cet enfant sera amené à agir comme la personne qui est devant lui. Nous allons revenir à notre sujet. Donc, la sixième erreur est de ne pas s'éduquer financièrement. Nous allons continuer. Et pour s'éduquer financièrement, nous pouvons procéder de plusieurs manières. La première, c'est ce qu'on fait ici maintenant. Vous êtes là pour savoir c'est quoi les erreurs qu'on puisse faire avec son argent. C'est de l'éducation financière. Donc, c'est un mode de s'éduquer financièrement. Donc, on peut aller voir des vidéos sur YouTube pour se renseigner, pour prendre plus d'informations. On peut lire des livres comme les livres de Kiyosaki, et le livre Père riche, Père pauvre ou encore le cadran du cash flow. On peut également lire le livre de Ricardo Kanyama qui est La chèvre de ma mère. On peut lire L'homme le plus riche de Babylone. On peut lire également Réfléchissez, devenir riche. Il y a plusieurs livres qui peuvent nous enseigner financièrement, qui peuvent nous éduquer financièrement. Il suffit juste de chercher, de trouver. Et également, la troisième chose qu'on peut faire pour s'éduquer financièrement, c'est de s'entourer de bonnes personnes. Lorsqu'on est entouré de bonnes personnes, ces personnes vont nous amener à agir comme il le faut à propos de notre argent. Donc, on pourra savoir quoi faire avec notre argent, on pourra avoir la compétence financière que l'école ne nous inculque pas. Et cela constitue vraiment une faille de notre société. Et je ne pense pas que ça puisse changer. C'est à nous d'agir, c'est à nous de nous éduquer à propos de l'argent. Donc, là, c'est la dernière erreur que j'ai prévue dans ma liste. J'espère que toutes ces erreurs vous ont fait quelque chose et j'attends vos commentaires, vos questions à propos de la séance de ce soir, mais de cet après-midi.
Super, je vois Josias, le petit prof qui dit que c'est en cours de téléchargement. Je suppose que c'est une application, l'une des applications dont j'avais parlé. Si c'est le cas, je t'encourage à vraiment t'en servir. Donc, j'attends vos questions si vous en avez, soit sur le sujet d'aujourd'hui, bien sûr, une autre chose qui vous tient à cœur. Merci à vous aussi pour votre participation. Je vous remercie. Merci à tous pour votre présence et nous sommes à la fin de la présentation. Est-ce que vous avez des questions, si vous avez des préoccupations, soit sur les sujets dont on a discuté ou encore sur autre chose? Je suis là pour répondre à vos questions. Oui, je vois Josas qui demande de revenir sur des exemples de défense invisible. Lorsque je parlais de défense invisible, il y a les abonnements, s'il y en a, donc les abonnements qui ne servent à rien, qui ne nous apportent pas de la valeur ajoutée. Nous pouvons les analyser nos abonnements pour voir est-ce que ces dépenses sont vraiment nécessaires. Et je peux prendre un autre exemple, et les forfaits téléphoniques. On peut également les analyser pour voir est-ce que le forfait que j'ai, est-ce que c'est vraiment utile pour moi, est-ce que je m'en sers, est-ce que c'est nécessaire. Si on peut choisir un autre forfait téléphonique, trouver mieux, il y a des choses comme ça qu'on peut faire. Donc, c'est aussi des dépenses invisibles parce qu'on le paye, on sait que c'est nécessaire. Avoir un forfait téléphonique, c'est nécessaire, on n'a pas le choix que d'en avoir. Mais
il faut également voir est-ce que le forfait que j'ai pris, est-ce que ça correspond à mes besoins ou bien c'est plus que mes besoins actuels. Si c'est le cas, on peut chercher un autre forfait qui correspond aux besoins réels. Donc, c'est des exemples de dépenses invisibles. On peut également dire les petits achats qu'on fait au quotidien. Aller, lorsqu'on est, enfin, on est là, on est assis, on s'ennuie, on dit, ah, faut que j'achète cette chose à manger, alors qu'on on en a pas vraiment besoin. Donc, on y va, on s'en procure, alors que le besoin ne se présente pas. C'est un exemple de dépense invisible. Et je peux également parler de, ouais, je l'avais dit, comme exemple, en termes de dépenses invisibles, j'avais parlé de l'épicerie, ne pas avoir une liste de courses. On sera amené à acheter tout ce qu'on veut ou bien tout ce qu'on voit. Et là, ça constitue une dépense invisible. Voilà quelques exemples de dépenses invisibles. Et n'hésitez pas à me dire également ce que vous pensez de ces dépenses invisibles. Si vous avez des idées de dépenses invisibles, vous pouvez le partager ou bien les partager dans les commentaires. Ça peut aider plusieurs personnes. Donc, c'est correct. Il n'y a pas d'autres préoccupations, d'autres questions, commentaires par rapport à la séance. Moi, j'ai une question pour vous. Combien faut-il avoir en fonds d'urgence? Combien faut-il avoir bon, je réponds d'abord à tourner comme dépense invisible. On peut avoir des abonnements Netflix, par exemple. Et moi, je vais dire que c'est une dépense invisible. C'est pas forcément nécessaire, un abonnement Netflix, et surtout lorsqu'on est étudiant. Parce que, lorsque tu es étudiant, qu'est-ce que tu as fait avec Netflix? Je ne sais pas. Là, tu payes pour un abonnement qui ne va même pas te permettre d'augmenter ton portefeuille. Donc, ça peut constituer une dépense invisible. Et aussi, ça perd le temps d'aller regarder Netflix. Si c'est pour regarder des choses instructives, oui, ça va. Mais aller regarder des films sur Netflix, par exemple, ce temps peut prendre pour aller s'éduquer. On peut aller lire des livres, faire des choses qui sont plus utiles. C'est en même temps une dépense invisible et euh, un abrutissement. Comme j'aime le dire, c'est des choses qui nous abrutissent. Et selon vous, combien il faut avoir en fonds d'urgence? Combien il faut avoir en fonds d'urgence, selon vous?
selon vous et selon les experts, donc combien il est recommandé d'avoir un fonds d'urgence? Et vous pouvez répondre, soit c'est un mois de dépenses, ou 3 à 6 mois de dépenses, ou encore un an de dépenses. Je le mets dans les commentaires, vous pouvez répondre au sondage plutôt que d'écrire. C'est quoi selon vous le montant d'argent qu'il faut avoir en fonds d'urgence selon les experts? Ouais, c'est super. 3 à 6 mois de dépenses. Donc, tout le monde n'a pas retenu. Un an de dépenses. 3 à 6 mois de dépenses. Un mois de dépenses. Donc, on voit que c'est partagé. On a 3 à 6 mois de dépenses qui l'emportent. Un mois de dépenses et un an de dépenses. Ce qui est recommandé, c'est 3 à 6 mois de dépenses. Félicitations aux personnes qui l'ont eu. C'est 3 à 6 mois de dépenses. Parce que si on prend l'exemple du- on prend l'exemple de quelqu'un qui perd son emploi, si la personne a un mois de dépenses, il peut prendre, il peut prendre plus qu'un mois pour trouver un autre emploi. Mais si la personne se constitue seulement un mois de dépenses, et après les un mois, la personne ne pourra plus survivre ou bien subvenir à ses besoins. Mais chercher un emploi peut, par exemple, aller jusqu'à 2 mois, 3 mois, le temps d'en trouver un. Donc, les fois, lorsqu'on a, par exemple, 3 mois de dépenses, ça va nous permettre quand même de subvenir à nos besoins en 3 mois, mais entre le temps où on a perdu notre emploi jusqu'à ce qu'on retrouve un autre emploi. Un an de dépenses, oui, c'est une bonne idée. On va pas dire que c'est mauvais, mais je vais pas dire que c'est exagéré non plus. Quelqu'un qui se constitue un an de dépenses a un vrai coussin, un bon coussin de sécurité. Et là, ça a l'avantage qu'a la personne. Et ce qui est recommandé, c'est 3 à 6. Faire plus, c'est pas grave. Si on a les moyens, on peut faire plus.